Bonjour, bonjour à vous qui venez de nous rejoindre sur le plateau du Café des Libraires pour cette dernière journée du Festival America. Vous savez que le plateau des libraires, c'est un plateau justement animé par un libraire. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de retrouver Stanislas Rigaud, qui est libraire, dont sa librairie s'appelle Lamartine. Qui est dans le 16e. Et Stanislas, on a débuté ensemble ce Café des Libraires il y a quelques années. Peut-être, oui, quelques années, on n'ose pas trop le dire. Et donc, c'est Stanislas qui va animer ce plateau. Je vous présente rapidement tout le monde. Alors, Achille Mirguet, c'est un interprète qui va interpréter Dan Schoen. Achille, que l'on présente, paraît-il, comme un enfant du festival, parce qu'il paraît qu'il a commencé à venir comme festivalier tout petit. Tout petit. Il est pas bien. Il est grand, mais par la taille, mais pas par l'âge. Hein. À côté de lui, il y a Dan Schoen qui va nous parler de son nouveau livre Somnambule, paru chez Albin Michel, qui est traduit de l'américain par Hélène Fournier. C'est un livre qui est paru en mars 2024. À côté d'Hélène Bury, qui est mal fichue. Elle travaille, elle est mal fichue, la pauvre Hélène, mais elle bosse. Et elle est là pour interpréter Sandra Newman, qui va nous parler de son livre, Julia, traduit de l'anglais par Hélène Cohen et qui est paru chez Robert Laffont. Et puis, à côté de Stanislas, il y a Jordan Tannahill, qui va nous parler d'Infrason, un livre traduit par Fabrice Pointeau et sorti aux éditions du Seuil. Et il va être interprété par Audrey, on dit Kyler ou Kyler, voilà. Bienvenue sur ce plateau. Je crois que c'est la première fois que vous venez sur le... Ah non, pardon. Alors bon, c'était pas moi alors. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous. Et puis on démarre par Dan parce qu'il partira, il quittera ce plateau un tout petit peu avant les autres parce qu'il a une autre rencontre. Et le temps qu'il se rende de cet endroit à l'autre endroit, on lui rendra sa liberté. On lui permettra de sortir. Allez, alors je crois qu'on commence par lui. Donc, il est originaire du Nebraska. Il enseigne à l'université de Cleveland, dans l'Ohio. Tous ses livres ont été traduits chez Albin Michel et tous nous laissent un très très beau souvenir, c'est vrai. Vous enseignez donc à l'université, je disais, dès parmi les disparus, votre premier recueil de nouvelles qui a été édité en 2002, en français en tout cas, on s'est pris d'affection pour vous, je vais dire. Vos romans Cette vie ou une autre et Une douce lueur de malveillance ont aussi connu un très très grand succès. Quant à celui qui nous occupe, donc, il a été désigné par de nombreux journaux comme le New York Times, le Washington Post, etc., comme vraiment un super livre. Et puis Stanislas, ça va vous donner envie de le lire aussi. Allez, on y va. Alors, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je me suis vraiment posé la question de savoir ce matin quel t-shirt j'allais mettre. Je crois que ce n'était pas la bonne question. Donc, on va essayer de réchauffer un petit peu l'atmosphère et de meilleure manière possible, puisque j'ai la chance d'être entouré avec trois grands auteurs qui, chacun à leur manière, chacun à leur façon, avec des univers extrêmement marqués, questionnent la société d'aujourd'hui et peut-être celle de demain, au travers de ses failles, de ses fissures. Et je trouve que c'est trois auteurs marquants qui vont très très bien ensemble malgré leurs individualités très très fortes en fait. Et donc on va commencer avec Dan Schoen et Somnambule aux éditions Albin Michel. Alors Dan Schoen nous emmène aux États-Unis. On va découvrir Monsieur Will. Alors Will, c'est, on peut dire de prime abord, un bon gros géant, un type sympa, barbu, un peu hippie sur les bords, qui conduit son van. Alors son van qu'il a baptisé l'Étoile du Berger, et avec son van l'Étoile du Berger, il va en long, en large, au travers des États-Unis. Il est accompagné de son fidèle ami qui est son chien Flip, qui a un pit de combat balafré qu'il a adopté. Et donc les deux vont ici et là. Will, il a comme boulot, alors c'est un boulot un petit peu difficile à définir comme ça de prime abord, on va dire qu'il est pourvoyeur de services. Il est pourvoyeur de services, donc en fait il a divers commanditaires qui lui demandent de faire diverses choses, ce que Will fait de manière totalement sereine et extrêmement précise. Et au moment où le livre commence, au moment où le livre s'ouvre,
il est avec un type qu'il a menotté. Alors bon, rien de personnel, hein, c'est juste qu'il faut que le gars soit menotté dans le van, c'est comme ça. Et il doit aller le déposer à un autre type. Voilà. Bon. Et tout va très très bien pour Will. On part dans cette histoire, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et Will reçoit un coup de téléphone dans un de ses nombreux téléphones sécurisés, et c'est une femme au bout du téléphone. Alors ça questionne beaucoup Will, parce que Will n'a que des commanditaires hommes, et donc il jette le premier téléphone, il se dit bon c'est quand même bizarre, il y a un deuxième téléphone qui sonne, c'est toujours cette même femme, il rejette le téléphone, il commence à un petit peu s'inquiéter, et le téléphone sonne une troisième fois, il décroche, et au moment où il entend cette femme et qu'il va jeter le téléphone, la femme au bout du téléphone dit « Je suis votre fille ». Donc, soit il est père et il ne le sait pas, soit il a été repéré et il y a un piège qui se dessine. Dans tous les cas, la belle routine de Will, visiblement, elle prend un coup dans la figure, et c'est comme ça que commence ce formidable roman qui est Somnambule. Alors, Dan, forcément, la première raison, c'est comment vous avez rencontré Monsieur Will? I started out with an idea of writing a noir that had a genial hero. J'ai voulu commencer. Oui, c'est bon. Oui, ça marche. J'ai voulu commencer avec l'idée d'écrire un roman noir avec un personnage principal que l'on peut aimer. And I wanted to have a man whose life has been entirely work-related and lonely, and have a moment in which he's awakened into the desire to have kinship and connections to other people. Je voulais donc écrire sur un homme qui a tout concentré dans sa vie sur le travail et sur la solitude, en somme. Et je voulais écrire sur son réveil, sur le moment où il se rend compte qu'il veut des compagnons, il veut une connexion aux autres personnes. I was also thinking about the ways in which we live today, the way that, you know, we can read the newspaper and be horrified by the news and by what we see coming towards us in the future. And yet we can also drink our coffee and go to work and laugh at a funny comedy on TV and go about our day in, as the title suggests, sleepwalking. Je pensais aussi au monde actuel, c'est-à-dire qu'on peut être absolument horrifié par ce qui se passe à la télé ou quand on lit le journal, mais cependant, malgré toute cette horreur, on peut boire notre café, aller au travail, regarder la télé, sans trop s'en soucier. Un peu exactement comme le titre de mon livre, comme un somnambule. And Will is the avatar of that kind of sleepwalking. He's my way of kind of questioning why aren't we all screaming and crying? Pour moi, Will, c'est le symbole de ce somnambulisme. C'est un peu ma manière de dire, mais pourquoi en fait on n'est pas tous là à crier et à pleurer en regardant le monde actuel? Alors, on avait dit, on part aux États-Unis. Mais forcément, la question, c'est dans quels États-Unis se déroule Somnambule? It's a U.S. that takes place a little bit in the future. You don't notice at first, but as things go along, you see that it's a United States that's in a greater state of collapse than it is even now. Donc c'est un États-Unis dans l'avenir proche. C'est-à-dire qu'au départ, en lisant le livre, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ensuite, on voit que c'est un États-Unis qui est en plein milieu d'un effondrement encore plus avancé qu'actuellement. Alors, tout ça, il y a une chose qu'on n'a pas dit, qui est une des clés de la lecture de ce livre, c'est que c'est Will qui raconte l'affaire. Et donc, au moment où le roman commence, vous êtes dans le van avec Will, et vous allez découvrir au fur et à mesure, au travers des yeux de Will, tout ce qui se passe, ce qu'il fait, la situation.
typiquement l'histoire des États-Unis, on va le découvrir par petites bribes, non pas parce qu'il va vous l'expliquer, mais simplement parce que lui-même va être confronté à des événements un petit peu étranges pour nous en tout cas. Donc, à quel moment vous avez décidé de raconter le livre justement à cette première personne qui est voilà, ce qui porte le roman? I think it was important to me to have a narrow perspective and one that didn't reveal too much to the reader. So I wanted the reader to be right on Will's shoulder and to only see what he sees, so that the larger picture of this dystopic world only slowly came into view for the reader. Ce qui était important pour moi, c'était de présenter un point de vue étroit, de ne pas trop révéler au lecteur ce monde dans lequel j'ai placé le livre. Et je voulais simplement mettre le lecteur sur l'épaule de Will pour qu'ensuite il puisse découvrir peu à peu ce monde dystopique. C'est effectivement une autre des clés de lecture, c'est que vous n'avez jamais de point de vue aérien. Donc il n'y a jamais... On est vraiment au niveau de Will pendant tout le roman, et pendant tout le roman, on est là à se questionner, à se demander, à se poser des questions, et on est avec l'humeur de Will. Et mine de rien, la première chose qui frappe, c'est que ce bonhomme est éminemment sympathique. Alors que bon, c'est pas totalement garanti en fait. Ses activités le seront peut-être un peu moins, quoi. Right. Right. He works for a somewhat shady corporation. In this world, the corporations have become increasingly outside of the law, and they can do whatever they want. And so he can kidnap people or burn down the house of a rival, or more or less any kind of criminal activity that you might fantasize about. Donc Will travaille pour une entreprise qui est un peu louche, on peut le dire, mais dans ce monde dans lequel j'écris, en fait, les entreprises sont un peu au-dessus de la loi. Donc on peut aller kidnapper des gens, on peut aller incendier les maisons de nos rivaux ou n'importe quel autre crime, en fait. Et donc le récit est comme ça, un peu aussi comme le titre, somnambule, c'est-à-dire qu'on est là, au milieu de ces émotions diverses et variées, il va se passer des choses vraiment bizarres, il y a énormément d'ambiances très différentes pendant le récit, avec cette ligne rouge de qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle me veut, est-ce que c'est vraiment ma fille, et est-ce que je suis relié, effectivement, est-ce que j'ai des racines, alors que visiblement, on a affaire, comme disait Dan John, à un électron libre, en fait. Yes, he is both a free spirit and a slave in some way, in that he is indebted to this corporation and has been since he was a child. He was raised by a criminal mother who made sure that he had no birth certificate and no identification, so that he was of particular value to this corporation. Oui, en quelque sorte, c'est un électron libre, mais c'est aussi un esclave, car il a des dettes très importantes envers une entreprise. Depuis qu'il est enfant, il a été élevé par une mère criminelle qui s'est assurée qu'il n'ait pas de papier d'identité pour qu'on ne puisse pas le tracer. Non, je voulais juste dire, le personnage de la fille, il se rencontre, enfin, il se parle par téléphone interposé, ce sont de longues conversations téléphoniques. C'est aussi une manière presque de le révéler à lui-même, non? Yes, I think what happens in the book is that over the course of the novel, he slowly recognizes a desire for kinship and for connection that he's never really had before. And this kind of sentimental longing leads him into danger and to do things that
are essentially very foolish for a man in his position. Oui, donc dans ce livre, mon personnage principal se rend compte petit à petit qu'il veut aller vers les autres de plus en plus, ce qu'il ne voulait pas faire avant. Et c'est ce désir qui est un désir dangereux dans le travail qu'il fait. En fait, il ne devrait pas le faire. Et c'est pour ça qu'à cause de ce désir, il se trouve dans des situations dangereuses. Et donc vous avez ce personnage qui est un bloc. Au moment où le livre, où les livres commandent, il est totalement entier, ce personnage. Il est droit dans ses bottes, il fait ça. Et donc on va à la fois découvrir qu'est-ce que c'est que ce bloc au fur et à mesure des pages, et en même temps, ce qui fait l'énorme force du livre, c'est que son l'effritement du bloc de toute sa vie commence au même moment, puisque ça commence au moment où la fille téléphone, et c'est quasiment dans les premières pages du roman. Yes. And I think I've always been interested in the idea of someone who has a moment in which their eyes are opened or in which they change and are allowed a moment of insight and possibly grace. Oui, et ça m'a toujours intéressé, cette idée de quelqu'un qui ouvre les yeux tout d'un coup, et qui tout d'un coup peut changer, et qu'on peut permettre à cette personne d'avoir un moment de grâce. Et donc vous avez un roman qui est à la fois un roman noir, un roman dystopique, un road trip, on voyage énormément aux États-Unis en long, en large, en travers dans ce van. On a aussi un roman sur la famille. Voilà. Et si vous connaissez Dan Chaon, c'est un livre qui, de prime abord, paraît moins tendu. C'est-à-dire, Dan Chaon, rapidement, on est un peu sous pression, c'est sombre, c'est un peu malsain, il y a des trucs bizarres. Et là, au début, ce type est vraiment sympathique, en fait, même s'il fait des choses vraiment pas sympathiques. Et progressivement, on va tomber là-dedans. Et c'est pour ça que c'est un livre qui est à la fois peut-être le plus lumineux de l'œuvre de Dan Chaon, et en même temps, qu'on ne s'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut de poison à l'intérieur pour tendre l'histoire. Merci beaucoup. Merci, ça s'intitule Somnambule, donc, et c'est paru chez Albin Michel. On enchaîne avec Sandra ? Alors, on enchaîne avec Sandra Newman. Sandra Newman qui va nous parler de Julia aux éditions Robert Laffont. Alors, j'avais évoqué... C'est son premier livre. Hein, non. Non, le premier édité en France. Ah, c'est le premier édité en France. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Et donc, on a affaire, là encore, à un univers extrêmement fort. Alors, cet univers extrêmement fort nous ramène, de prime abord, plus proche d'ici. On va retraverser l'Atlantique, direction l'Angleterre. On va arriver à Londres. Et là, on va rencontrer Julia. Alors, on va rencontrer Julia ou on va retrouver Julia. Tout est question de ce que vous avez lu, en fait. Et ce que vous avez lu, c'est la question qui va se poser en ouverture du livre, forcément, puisqu'on le voit sur la couverture, c'est que Julia est le personnage secondaire, entre guillemets, de 1984 de Orwell. Et donc, on va découvrir Julia, et on va replonger dans l'univers de George Orwell, de son point de vue à elle, donc, qui est effectivement donc, ce personnage qui existait. Alors, première chose tout de suite, ce livre, si vous n'avez pas lu 1984, fonctionne. On va expliquer un petit peu pourquoi par rapport à ça. Si vous avez lu 84, forcément, ça vous donne un autre éclairage, mais le roman n'est pas du tout une séquelle ou quoi que ce soit. C'est presque une relecture. Alors forcément, la première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous décidiez de plonger dans cette incroyable aventure qui est la confrontation avec un des grands chefs-d'œuvre de la littérature ? Okay, I should say to start with that it wasn't my idea. So in a sense, you can say it was everyone's idea. It was like a zeitgeist idea because how it all started was that the person who represents the Orwell estate, Bill Hamilton, had been approached over the years many, many times by people wanting to write a version of 1984 from the point of view of the character Julia.
Donc alors déjà, je voudrais commencer par dire que ce n'était pas mon idée d'écrire ce livre. C'était un peu une idée collective. La personne, Bill Hamilton, qui représente l'héritage d'Orwell, a été approché par le passé à de nombreuses reprises par des écrivains qui voulaient écrire 1984 du point de vue de Julia. And he had always said no. He was very protective of Orwell, and I think he probably didn't. I don't know who approached him, so I can't assess the quality of the offers that he got. But he, in any case, didn't think they were good enough, or he didn't trust them to handle Orwell's legacy properly. But then, what happens to copyrights is that they run out at a certain point of time. You know, the Orwell estate loses control over the property. So he saw this coming, and he decided to find someone he trusted to write the book. Alors, il a toujours dit non par le passé. Il était très protecteur de l'œuvre d'Orwell. Alors, je ne sais pas qui avait proposé de réécrire le livre, donc je ne peux pas dire si ça aurait été de la qualité, mais en tout cas, ce n'était pas suffisant pour que lui leur fasse confiance et accepte le projet. Et le problème, c'est que les copyrights, ça arrive à un terme à un moment. Et donc, il a vu ça venir qu'à un moment, il aurait pu la main justement sur cette possibilité de projet. Et du coup, il a décidé de choisir quelqu'un qui serait capable de mener ce projet à bien et en qui il aurait confiance surtout. So you may ask yourself, why me? And I also ask myself this, so I don't have a very good answer to that question. I do have a history of writing feminist science fiction and, you know, sort of literary dystopias. So that's probably the easiest answer. But he was right in a sense because we understood each other very well, and he didn't actually tell me what to write. So I should say that he didn't, having been so over-controlling of this property for decades, he then just let it go. And I wrote a book, and he was happy with it, and it was that simple. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi moi. Je ne vais pas avoir de très bonnes réponses parce que je me pose la question également. Tout ce que je peux dire, qui explique peut-être cela quand même, c'est que j'écris de la science-fiction féministe et de la dystopie. Donc c'est sans doute pour ça qu'il s'est adressé à moi. En tout cas, il a eu raison parce qu'on s'est très bien compris tous les deux. Et en même temps, il ne m'a pas dit ce qu'il voulait que je fasse. Il est passé d'un comportement où il voulait tout contrôler absolument. Et là, il a accepté de lâcher prise. Et au final, donc, j'ai écrit ce que moi je voulais écrire et il en a été satisfait. Apparemment, c'est vraiment très réussi puisque même les critiques disent Sandra Newman n'a pas prouvé qu'elle était un digne successeur d'Orwell, elle l'a surpassé. I have to say, that's the kind of thing critics like to do, you know. They want to cause trouble, they want to get attention, so... Oui, alors ça, c'est le genre de truc que font les critiques. Hein. Ils aiment bien un peu, comme ça, créer des problèmes pour pas grand-chose. Donc bon. Et alors, ce qui est fascinant quand vous attaquez le livre, c'est que dès l'ouverture, dès l'entame du livre, vous êtes dans 1984. Vous n'êtes pas dans le décor de 1984. Vous êtes dans 1984. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le livre va proposer à la fois dès son ouverture une replongée dans l'univers de 84, mais quasiment dès l'ouverture, va proposer de diverger sur la route à suivre. Et ça, c'est assez bluffant. Yeah, the most challenging thing about writing the book was that it's the same story. So you're going through the same events. It's Winston, it's Julia, it's their relationship, it's O'Brien. But it has to be a completely different story or else it's boring. Clearly. So I'm going into the book and thinking, well, first I'm thinking, who was Julia? Alors oui, effectivement, c'était ça le défi, c'est que c'est la même histoire, donc c'est les mêmes événements, c'est les mêmes personnages, Winston, Julia, O'Brien, mais il fallait bien que je change quelque chose parce que sinon ça allait être chiant en fait. Du coup, la première question que je me suis posée, c'est qui est Julia? And in 1984, the character of Julia is notoriously thin and sort of variable. She changes from time to time. It's hard to understand. It's actually hard to see her as real at certain points. And some critics have thought she was working for the thought police the entire time, and everything she did was false.
Alors oui, effectivement, quand on lit 1984, le personnage de Julia n'est pas très étoffé, il est assez changeant et du coup, il y a des fois, on a un peu du mal à y croire. Mais il y avait des critiques qui avaient déjà émis la possibilité qu'elle fasse partie de la police de la pensée dès le début. So I won't say what answer I came up with. You have to read the book. But that was the first thing that I think I started from. And the other things, there are many things that Orwell starts to talk about, but he just mentions them and goes on without giving you a scene, without telling you what is really going on. Alors oui, donc moi je ne vous donnerai pas la réponse que j'ai mise dans le livre, de savoir si elle faisait partie de la police de la pensée ou pas. Mais je suis partie de ce principe-là pour commencer le livre. Et après, je me suis basée sur... Il y a des éléments que Orwell mentionne en passant, mais sans rentrer dans les détails. Et du coup, je me suis attaquée à ces points-là pour, moi, rentrer un peu plus dans les détails. So my favorite is the Anti-Sex League, which Julia is a member of. So she goes to those meetings. You know, what did they do at those meetings? What are the other people like? Do people have anti-sex friends? You know, what's going on there? Et donc le premier truc qui m'a intéressée, c'est la Ligue des antisexes dont Julia fait partie. Et moi je me demandais, ils y font quoi dans ces ligues, enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'ils se font des amis? Enfin voilà, donc j'ai commencé par ça. And then there's the black market. Julia goes and buys things on the black market, which Winston doesn't, and he doesn't really know how it works. So Orwell doesn't tell us how it works, but I found that fascinating. Who's trading on the black market? How do they get away with it? Alors oui, il y a aussi le marché noir, par exemple, parce que Julia se fournit, dans 1984, Julia se fournit au marché noir, mais pas Winston. Du coup, c'est pas du tout expliqué comment ça fonctionne. Et moi, ça m'intéressait énormément de voir justement comment les gens arrivaient à faire ça et à pas être arrêtés pour le marché noir, quoi. So the more I worked on my book and read his book, the more I felt that there was another book already hiding inside his book that he did not have the time to write. Alors plus je lisais son livre et plus j'écrivais le mien, plus je me suis dit qu'en fait, il y avait déjà un livre caché dans 1984 et c'était juste que Orwell n'avait pas eu le temps de l'écrire. Alors, le fait que Orwell n'ait pas eu le temps de l'écrire, c'est peut-être un peu gentil pour lui, dans le sens où bon, Orwell et les femmes, c'est pas toujours si simple. Et donc, ce que raconte ce livre, et c'est pour ça qu'on dit, dès le départ, on est dans 1984, mais dès le deuxième chapitre, avec le fait que notre héroïne Julia prend 2 heures au service pour cause de règles, alors c'est le service des menstrues, voilà, forcément, on plonge dans autre chose. Et ce que va nous raconter ce livre, c'est toute la dimension féminine de l'oppression. Et donc, on va découvrir tout ce qui... Il n'y a pas du tout ça dans 1984. C'est effectivement la condition féminine générale qui est encore pire que celle des hommes dans 1984. Well, it's interesting. I think that in some ways it's worse because women aren't considered, you know, that women's needs are considered. But in some ways it's better because women aren't considered. Alors c'est assez intéressant parce que effectivement sur certains plans c'est pire parce que les femmes ne sont pas considérées et en même temps leur situation est parfois facilitée parce qu'elles ne sont pas considérées. So Julia has a much easier time hiding. She has a much easier time getting away with things because she's not important. This is something I thought about a lot. We talk about Orwell and women. One of his girlfriends said that she didn't think Orwell hated women. She just thought that he felt they didn't matter. Oui, alors pour le coup, je trouve que pour Julia, c'est un peu plus facile de se cacher parce qu'elle n'est pas considérée comme importante dans cette société. Et j'y ai beaucoup réfléchi à tout ça. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que Orwell n'avait pas des relations simples avec les femmes. Et je crois que c'est une de ses anciennes petites amies qui a dit que c'est pas tellement qu'il détestait les femmes, c'est qu'il pensait qu'elles n'avaient pas d'importance. So if you don't matter to George Orwell, that is kind of insulting and wounding. But if you don't matter to Big Brother, that's kind of lucky. And so it's not that she can ever entirely not matter. She's still watched all the time. She can still be killed for thought crime, sex crime, all of these things. But it's not a priority for the state. She's much less likely to be
the person that they're singling out. Alors effectivement, donc si on vous dit qu'en tant que femme, vous n'avez aucune valeur aux yeux de Orwell, ça peut être blessant. Par contre, si on vous dit que vous n'avez aucune valeur aux yeux de Big Brother, ça peut être, pour le coup, c'est plutôt de la chance. Alors ça n'empêche que Julia est surveillée comme tout le monde et elle peut être exécutée pour un crime de sexe. C'est juste qu'elle n'est pas la priorité. Du coup, ça lui donne un peu plus de liberté. Alors, c'est aussi une des. Alors, Julia est un personnage formidable qui, effectivement, paraît très, très à l'aise avec. Alors, dans les limites du système, on est d'accord, hein, mais elle circule, elle combine, elle se débrouille. On va découvrir l'histoire de Julia et comprendre comment cette femme est devenue, et son passé est absolument incroyable. Une chose qui frappe dès l'ouverture, c'est que ce côté un peu libre, ça s'exprime aussi beaucoup au travers de la sexualité. Parce que c'est quelqu'un, effectivement, qui n'hésite pas à trouver le plaisir là où elle peut le trouver, à commencer par son attirance pour Winston, qui est donc le héros de 1984. Yes, I think the thing that I found really appealing about Julia in 1984 is that she's a person who has found a way to be happy in the society. And it reminds us that people do, that you don't have to be a convinced totalitarian to carve out some sort of life for yourself in a totalitarian society. In the course of the narrative, she discovers the limitations of that. You know, you may find a happy life, but it can be ended at any moment. Et moi, ce que j'aime bien chez le personnage de Julia, c'est justement qu'elle a appris à être heureuse dans cette société totalitaire et du coup d'être convaincue que oui, on n'a pas besoin de croire en cette société totalitaire et d'être pour arriver à trouver sa place et créer un petit endroit de joie. Après, elle en connaît les limites et elle sait pertinemment que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. And I think a lot of her character and my book in general was inspired by the fact that I was a student of Russian and I actually spent some time in the Soviet Union just before it fell. And the people who I will never forget from that time were the old women who had lived through everything. You know, they were children during the revolution. They had made it through Stalin. They had made it through World War II. And they had made it through the changes that followed. And there they still were, walking around, laughing amongst themselves. Alors je pense que ce qui m'a influencée et inspirée quand j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai étudié le russe et j'ai passé du temps en Union soviétique juste avant qu'elle s'effondre. Et je me rappelle de ces vieilles femmes qui avaient tout vécu. Elles étaient enfants pendant la Révolution, elles avaient survécu à Staline, elles avaient survécu à la Seconde Guerre mondiale et elles arrivaient encore à rire entre elles. So Julia is sort of one of those women, I guess. Donc voilà, on va malheureusement être obligé d'écourter. Donc vraiment la chose importante à voir, c'est que ce n'est pas une suite. Ce n'est pas, c'est une amplification. Le mot est pareil, un peu fort, mais c'est une amplification du roman de 84 parce que effectivement, avec un grand talent, Sandra Newman nous fait découvrir des aspects du roman qui auraient peut-être pu y avoir dans le roman, mais qui n'y sont pas. Et elle ne change pas l'histoire, elle nourrit l'histoire en fait. Formidable, ça donne vraiment très très envie de le découvrir et j'imagine comme ça d'autres livres dont le narrateur est un homme et qui seraient comme ça revus avec le point de vue des femmes. Je pense que ça changerait certaines choses. Oui. Alors, on enchaîne avec le livre de Jordan Tannahill, Un frasson, traduit de l'anglais par Fabrice Pointeau. Vous êtes canadien, auteur, cinéaste, metteur en scène. Il y en a comme ça qui cumulent les talents, hein, franchement. Pas trop juste, hein, je trouve. Hein. Vous vivez à Londres. Vos pièces ont été jouées, je crois, dans le monde entier. Vous êtes le plus jeune dramaturge à avoir reçu 2 fois le prix du gouverneur général pour le théâtre de langue anglaise. Et là, vous nous racontez une histoire aussi assez prenante, assez étonnante. Je te laisse en parler. Alors, avec Un frasson, nous allons retraverser l'Atlantique. On va découvrir, on va rencontrer une femme qui s'appelle Claire, qui est professeure et qui visiblement est plutôt satisfaite de sa vie.
Elle est mariée, elle aime son mari l'aime, ils ont une grande fille. La mère et la fille s'entendent très bien, jouent un peu avec effectivement le côté mère-fille et en même temps copine-copine. Il y a quelque chose d'assez évident chez Claire. Une petite maison de banlieue tout à fait sympathique dans une banlieue résidentielle. Voilà. Tout va très bien, si ce n'est qu'un jour, Claire, un soir, Claire entend un son, une espèce de bourdonnement en continu qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Bon, elle se demande si elle n'a pas laissé une machine ouverte, un truc qui traîne, et elle commence à regarder dans la maison d'où vient ce son. Elle ne trouve pas. Et là, au lieu d'aller se recoucher et de dire on verra demain, non, c'est pas possible. Il faut qu'elle trouve ce son. Donc elle va commencer à fouiner, rechercher, les heures passent, elle va se retrouver dehors à essayer d'attraper la provenance de ce son. Son mari sort, il est 4h30 du matin, elle est en chemise de nuit, elle n'a même pas mis ses chaussons. C'est quand même pas possible cette histoire. Bon, elle finit par se recoucher, mais le son est là. Et le son ne la quitte plus. Le son ne la quitte plus et d'étonnement à la gêne, à l'obsession, le son va progressivement s'emparer de la vie de Claire. Elle a du mal au travail, physiquement ça va plus très bien sur ça, et va commencer effectivement, en reprenant le terme de tout à l'heure, l'effritement de ce personnage qui est confronté à un ennemi indicible. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que le mari n'entend pas le son, que la fille n'entend pas le son, et que personne visiblement n'entend le son, à part elle. Donc c'est quand même extrêmement questionnant. Et un jour, un de ses élèves vient lui parler, Kyle, et Kyle lui dit « Moi aussi, en fait, j'entends le son ». C'est ainsi que commence ce livre. Alors, Jordan, forcément, comment est né ce livre ? Il a eu une gestation un petit peu différente. It was. First of all, I feel like I should acknowledge, thank you so much for sitting in the cold with us. I feel like we're in Station 11. It feels very appropriate for the context of our conversation, post-apocalyptic discourse. J'aimerais d'abord vous remercier, cher public, d'être parmi nous aujourd'hui par ces températures glaciales. J'ai l'impression qu'on est dans un monde post-apocalyptique au milieu de l'Antarctique. C'est un vrai romancier. So, as was mentioned, I work primarily as a dramatist for the theater. And I think when that is your primary mode, naturally when an idea occurs to you or you stumble upon an idea, you think, okay, well, how can I tell this dramatically on stage? And when I first encountered the story of the Hum is actually a phenomenon reported by people around the world. I encountered it as a news story initially in a town not too far from where I'm from in Ontario called Windsor. It was called the Windsor Hum. And there, people were reporting panes of glass rattling in their homes, nosebleeds, headaches, real sort of physical symptoms from this phenomena, although sometimes only one person in a household would be able to hear this. Il faut savoir qu'au départ, je suis dramaturge. Donc, chaque fois qu'une idée me vient et que j'ai envie de la mettre en scène, mon mode de communication privilégié, c'est justement le théâtre. Et lorsque cette idée m'est venue, lorsque j'ai entendu parler de ce bourdonnement, parce qu'on en a fait rapport dans le monde entier, c'est quelque chose qui a été signalé par la presse, il y a eu des brèves écrits là-dessus. Et au départ, c'est sorti d'une petite ville qui est pas loin de chez moi, dans l'État de l'Ontario au Canada, une petite ville qui s'appelle Windsor. Et ce bourdonnement s'appelle justement le bourdonnement de Windsor. And what fascinated me about this... Et l'interprète a oublié de tourner la page, il y en a encore. Et donc ce bourdonnement entraîne certains symptômes physiques, par exemple une épitaxie, un saignement de nez, des maux de tête, etc. Mais ce qui est assez étrange, c'est que généralement, dans une seule et même famille, il n'y a qu'une seule personne qui l'entend. And so what fascinated me about this was the prospect of people's symptoms being dismissed as psychosomatic, that there wasn't this shared
reality that even someone within one family could feel entirely isolated from their partner or their children in suffering from, in some cases, very, very intense reactions to this sound. Alors, ce qui m'a fasciné, c'est le fait que ces symptômes physiques qui sont réels sont souvent traités d'un revers de la main comme étant « oh, tu psychosomatises ». Et donc cette réalité que vit la personne qui en souffre n'est pas du tout partagée par son entourage. D'où un sentiment d'isolement. On est isolé de son partenaire, de son époux, de ses enfants, et pourtant c'est une véritable souffrance. And at the time, I was living in London and had a commission from the National Theatre in London to develop a play. And I wanted to write about what felt like this particular political climate that we were in, both in Europe, but particularly in America, where it felt like we as a society didn't have a shared concept of reality. And that both within a household, not having a shared sense of reality could create isolation and a feeling of tension, but also on a societal level. À l'époque, j'habitais à Londres et j'avais reçu une commande du Théâtre national britannique pour écrire une pièce. Et je voulais aborder dans cette pièce ce climat politique qui sévit en ce moment, que ce soit en Europe, mais surtout aux États-Unis. Le fait que la population, aux États-Unis notamment, vit une réalité, mais cette réalité n'est pas partagée. Et au sein du noyau familial, ça crée un sentiment d'isolement, effectivement, mais au niveau de la société aussi. And so, just quickly, Claire turns much similar in a kind of similar fashion to America. She turns to kind of increasingly more radical and extreme theories as to what this source could possibly be, and finds herself in the thrall of this kind of conspiratorial community. And I wrote this play, to answer your question quickly, as this like 4-hour play, this very long play with like 30 characters, this big State of the Nation play, and ultimately it felt too big. I mean, we workshopped it at the National Theatre. We had a workshop. We had actors read the lines and perform the roles, which was exciting to bring these characters to life and the story to life. But ultimately, I realized the story truly had to be told through the perspective of Claire, our protagonist, and that we had to actually be inside her head, and that the drama was best served through the form of the novel and through the interiority of the novel. Alors, un petit peu comme la population américaine ou la moitié de la population américaine en ce moment, mon personnage, Claire, s'est tournée vers des théories de plus en plus radicales pour essayer d'expliquer la source de ce bourdonnement. Et elle s'est retrouvée à faire partie d'une espèce de culte, d'une espèce de secte. Et donc, c'est un sujet que j'ai abordé dans le cadre d'une pièce. Et au départ, la pièce, elle durait 4 heures. Et on a fait un atelier au Théâtre national de Londres, et avec les acteurs qui lisaient les répliques, etc. Ça a donné vie à l'idée. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le format idéal pour cette idée, et que je voulais raconter l'histoire du point de vue d'un seul personnage, le personnage de Claire. Et au lieu d'avoir ce déploiement sur scène sous forme d'une pièce de théâtre, je voulais un roman pour justement raconter cette intériorité. Alors c'est un des tours de force du livre, c'est ce choix donc de la première personne. C'est Claire qui raconte l'affaire. Ça c'est la première force, mais il y a un deuxième intention qui est absolument remarquable sur l'ouverture, c'est que le récit est raconté a posteriori. C'est-à-dire que en fait Claire, au moment où le livre commence, explique qu'il y a de grandes chances que vous ayez vu sur Internet ce petit film où elle est nue en train de hurler à la mort. Sur ça, que c'est un truc qui a fait le tour du monde et que vous avez sans doute entendu parler du fait divers qui s'est déroulé derrière cette scène. En fait. Et donc, elle revient sur tous ces événements. On est sur l'extrémité de l'événement et on recommence, on rembobine, mais c'est elle qui rembobine. Je connais la question. C'est pourquoi avoir choisi de la raconter a posteriori. There's a.
I wanted a character. I'm trying to think. It's a good question. Why? So it's true. It is kind of presented a little bit like. I mean, it's a good question. I haven't thought of it really. The piece is presented as you say, Stanislav, a little bit like a kind of memoir of sorts, and I think I wanted a combination, I suppose, of unfolding discovery, but also self-reflexivity, and the interplay of the two. C'est une très très bonne question, merci de l'avoir posée. Effectivement, le roman démarre un petit peu comme un mémoire, donc c'est Claire qui raconte son histoire a posteriori, et je voulais justement travailler à l'intersection entre cette découverte qui se fait au fil du temps et d'autre part le point de vue réflexif de Claire sur elle-même. Encore une. Oui. Et alors, l'autre chose qui frappe dès l'ouverture du livre, c'est qu'on a affaire à un personnage un peu à l'instar de Julia qu'on vient d'évoquer, un personnage fort. C'est-à-dire que Claire, voilà, elle rayonne un peu. Dans son couple, elle est quand même un peu le leader, enfin la chef. Non pas, il n'y a pas de rapport de force, mais son mari est un bon gros géant comme Will, un type sympa, mais voilà, qui n'est pas très cultivé. Elle a la culture, elle lui donne un peu comme ça, elle essaye de l'emmener avec lui, mais c'est elle qui domine la situation. Avec la fille, tout se passe très bien, mais c'est un peu la mère dominante quand même. Au boulot, c'est une super prof. Ouais, super Voilà. prof. Et c'est ce personnage qui est dessiné en quelques pages, voilà, rayonne et semble très, très satisfaite de sa vie et d'elle-même. C'est pour ça qu'on souffre un peu de cette, avec elle, on souffre de cette dérive qui, petit à petit, va impacter famille, école, travail, etc. Well, I think that's what I find maybe compelling about Claire, and I think what I was trying to explore is that I think we are all in some way, or many of us, perhaps more than we assumed, are susceptible to. Well, I think we all want to make sense of our situation. What is ailing us? What is plaguing us, whether personally or politically within our lives? And I think more than we may have imagined, our community is susceptible to conspiratorial thinking or extreme thinking or radical thinking, but also faith, sort of magical thinking, thinking that might almost fall into the realm of faith or belief. And I think when I was writing this book, I was shocked by the number of peers of mine or people in my community, people who I thought were very intelligent and together, you know, beginning to really invest in vaccination theories about 5G. When I was writing this in the UK, there were over 50 burnings of 5G masts across the country over that one summer. And these were not necessarily the fringe radical groups. I mean, people who were maybe committing arson were fringe radicals, but the number of people who actually subscribed more generally to these discourses online were not necessarily what we might consider fringe radicals. They were teachers and they were people in our community. Moi, ce que j'ai trouvé captivant dans ce personnage de Claire, c'est qu'elle représente, elle représente tout un chacun. On est tous vulnérables et on veut tous comprendre notre propre situation. Si on souffre d'un mal, d'une pathologie ou d'une obsession, on essaie de comprendre ce qu'il en est. Et on se tourne bien souvent vers une pensée radicale, parfois une pensée magique qui confine à la foi, qui confine à la croyance. Et lors du processus d'écriture, moi, ce qui m'a vraiment choquée, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que je suis environnée de mes pairs, et ce sont pour la plupart des gens extrêmement intelligents, et qui tout d'un coup se sont mis à croire au mouvement anti-vax, aux États-Unis où on refusait de porter le masque de protection. Et donc, c'est pas des radicaux, a priori. Bon, si on met le feu quelque part, oui, il y a un élément de radicalité. Mais a priori, c'est des gens qui sont bien sous tout rapport. Ce sont des profs, des piliers de la communauté. Ouais, et ça montre combien la dérive peut être rapide, je vais dire. Et c'est passionnant parce que une chose, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pied danser dans ce livre. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, on a déjà vu des choses. C'est souvent des choses à charge. C'est souvent, voilà.
là, le fait d'être dans le crâne de cette femme, qui est donc une femme éduquée, elle parle de Thomas Mann, voilà, quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Ça commence d'ailleurs sur un repas, à la fin d'un repas, où on a évoqué Dieu, et elle croit pas en Dieu. Enfin bon, ce qui est un peu aux États-Unis, c'est quand même pas rien. Donc voilà. Et progressivement, ce truc-là, et en même temps, la force du livre, c'est que jamais l'auteur ne prend le pas sur son personnage, et c'est à vous de vous débrouiller avec ça, en fait. C'est-à-dire que vous terminez le bouquin et vous vous dites, alors, ce bruit, en fait. Et ça, c'est le tour de force du livre, en fait. Ça s'intitule Infrason, c'est paru aux éditions du Seuil, c'est signé Jordan Tannahill et c'est un livre très... Les trois sont vraiment absolument passionnants. On a parlé aussi de celui de Sandra Newman, Julia, Big Brother, la regarde, paru chez Robert Laffont dans la collection Pavillon. Et puis, je redis quand même le livre d'Anne John, Somnambule, qui est paru chez Albin Michel et qui a été traduit par Hélène Fournier. Voilà. Merci de votre attention. On va parler de l'Odyssée de la mémoire dans quelques